bonjour Jean-Yves Le Gallou. Merci d'accorder cet entretien à notre petit média régional, Burdigala Presse, Burdigala étant l'antique nom de Bordeaux. Et j'aimerais donc faire connaître, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous faire connaître à nos auditeurs, à nos spectateurs, parce que vous êtes une personnalité importante dans la résistance notamment au politiquement correct. Vous en avez fait votre cheval de bataille. Et je voudrais que vous nous exposiez. Alors, oui, d'abord, je vous présente, excusez-moi, vous êtes un énarque, vous avez été actif dans la politique traditionnelle en étant député européen et conseiller régional, mais votre action est basée essentiellement sur ce qu'on appelle la métapolitique, c'est-à-dire les concepts d'idées, puisque ce sont les idées qui mènent le monde et qui permettent finalement la conquête du pouvoir et l'influence finalement sur le réel. Alors, j'aimerais que vous nous présentiez, si j'ose dire, vos bébés, hein, qui sont donc l'Institut Iliade, hein, le Polémia, toutes les créations, toutes les actions que vous avez faites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc comment s'articulent, comment s'emboîtent ces diverses actions au sein de ces deux entités? Alors, d'abord, l'Institut Iliade a été fondé en 2013, pardon, à la demande de Dominique Vénère, qui avait eu l'idée, avant d'accomplir son geste sacrificiel à Notre-Dame, avait eu l'idée de créer un institut de formation, un institut de transmission de la mémoire et de la culture européenne. Son analyse était assez simple finalement, c'est que nous subissions actuellement en France, en Europe plus largement, un double phénomène de grand remplacement de la population et de grand effacement de notre mémoire, de notre histoire, grand effacement qui d'ailleurs rend possible le grand remplacement. Et donc, l'idée de Dominique Vénère était que, quel que soit ce phénomène de grand remplacement, quelle que soit sa durée, sa profondeur, la grande aventure européenne pourrait continuer tant qu'il resterait des hommes et des femmes de sang et d'esprit européens. Et donc, il lui paraissait essentiel que cette culture, cet esprit européen soit transmise aux nouvelles générations qui, malheureusement, y accèdent de moins en moins à travers l'éducation nationale, dans la mesure où toute une série de programmes, de contenus culturels ont été assez évacués, vidés. Et donc, l'idée, c'était de créer un institut de formation, un institut de transmission qui est devenu l'Institut Iliade, qui a pour vocation de former ce que nous appelons l'avant-garde de la Renaissance européenne. Très bien. Donc, si je comprends bien, c'est une action qui s'inscrit dans le temps long, la mémoire longue des peuples, hein, donc qui permet justement la transmission de cet héritage. Et Polémia s'inscrirait à ce moment-là dans un temps plus court, plus… Voilà. Voilà. Alors, l'Iliade s'inscrit dans le temps long par ses objectifs, la formation, à travers ensuite différents moyens qui sont des sessions de formation pour les 18-22 ans, des sessions de formation sur 5 week-ends pour les 20-35 ans, des colloques annuels qui sont des sortes d'opéras européens, une maison d'édition en liaison avec la nouvelle librairie, plusieurs collections au sein de la nouvelle librairie, et puis bien sûr les actions classiques sur Internet, par un site, par YouTube et autres moyens, on va tout dire. Alors,
ça s'inscrit effectivement dans le temps long. Former une avant-garde de la Renaissance européenne qui saura se saisir le moment venu des événements. Polemias s'inscrit dans un temps plus court, plus politique, et Polemias a mené, depuis sa création il y a maintenant 20 ans, en 2002, a développé son action autour de 2 thèmes principaux, on va dire. D'abord, le thème de l'identité. L'identité face aux problèmes d'immigration. C'est un des sujets qui a été constamment traité, approfondi par Polemias, qui a largement contribué à développer le discours qu'on peut entendre aujourd'hui sur l'immigration et la manière d'y faire face, la manière d'arrêter le processus, y compris en remettant en cause les règles actuelles imposées par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, par les juges et par les médias. L'un des vrais sujets, c'est la reprise du pouvoir par le politique, alors qu'il est aujourd'hui accaparé par les juges et par les médias. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, qui est évidemment en relation avec le précédent, je viens d'en parler, je viens de parler des médias. Le deuxième thème, c'est la critique du système médiatique, de l'oligarchie médiatique, l'analyse du fonctionnement du système médiatique, c'est-à-dire l'alliance, au fond, du grand capital mondialisé et de la gauche et de l'extrême gauche des salles de rédaction. Alors, nous avons accompli pas mal de travaux dans ce domaine. Nous avons des journées de la réinformation, nous avons des journées de la dissidence, et nous avons évidemment la cérémonie des Bobards d'Or qui revient chaque année et qui vise à récompenser ceux que nous définissons comme les meilleurs des journalistes, c'est-à-dire ceux qui mentent le mieux pour servir le politiquement correct. Donc nous en sommes à la 13e cérémonie. Les 10 premières cérémonies ont été regroupées dans un livre. Elles sont aussi sur le site internet des Bobards d'Or, mais on les a regroupées dans un livre parce que c'est un accès plus commode, le livre des Bobards d'Or. Et la prochaine cérémonie aura lieu lundi 7 février au théâtre du Gymnase, si toutefois la dictature sanitaire ne nous en empêche pas, puisqu'il faut bien voir qu'un des aspects de la dictature sanitaire, c'est quand même de mettre un grand couvercle sur toutes les manifestations ou les réunions qui pourraient ne pas être en parfaite symbiose avec la pensée de l'immense président Macron, que Dieu nous le garde. C'est la lumière des Français, voilà, le soleil de l'Occident, que sais-je encore. Voilà, justement, je voulais signaler à nos spectateurs que une de vos caractéristiques, qui est certainement un facteur d'efficacité, c'est votre sens de l'humour. Votre sens qui permet donc, selon l'adage, le vieil adage castigat ridendo mores, et ce qui correspond d'ailleurs à notre fond gaulois. Hein, voilà, donc je voudrais signaler ce point à nos spectateurs. Ou par modestie, vous n'avez pas voulu l'examiner, mais les Bobards d'Or, c'est vraiment une cérémonie, un pastiche, si j'ose dire, extrêmement bien fait, des cérémonies des Césars ou autres qui sont, elles, très, très sérieuses. Donc, effectivement, donc, ces actions sont vraiment extrêmement utiles. Et vous complétez ça donc dans votre activité intense par une émission sur TV Liberté que je conseille à tous nos spectateurs, qui est immédiat. Alors là, on est dans l'actualité brûlante que vous commentez chaque vendredi. En général, l'émission est accessible dès le jeudi soir et je vous conseille de vous abonner. Voilà, je conseille de vous abonner. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette émission ? Alors, cette émission dure depuis maintenant 7 ans. On en est au 375e épisode, si je puis dire, numéro.
C'est une émission qui dure 40 minutes et qui est une émission de critique des médias. C'est-à-dire qui analyse non pas l'actualité dans sa partie brute, mais la manière dont elle est traitée par les médias. Et donc, à cette occasion, nous donnons des informations sur l'évolution du pouvoir médiatique ou des différents médias, mais aussi nous décrivons les différentes méthodes de désinformation utilisées par les médias. Il peut y avoir la désinformation par occultation, il peut y avoir la désinformation par amplification de certains phénomènes, et ça se complète tout à fait bien. On l'a vu par exemple dans l'affaire Black Lives Matter. C'est-à-dire que les médias ont mis en exergue la mort d'un noir sous les coups de la police, en occultant le fait que si les Afro-Américains sont effectivement davantage poursuivis par la police et davantage détenus que les autres Américains, que ce soit les Américains blancs ou les Américains asiatiques, puisque aux États-Unis, on peut utiliser ces catégories, c'est pour une raison très simple. C'est que les Afro-Américains, qui représentent 13% de la population, sont les auteurs de 44% des meurtres. Et donc, à partir de là, eh bien, on comprend qu'ils soient davantage en prison et qu'ils soient davantage poursuivis par la police. Mais oui, ça, c'est totalement occulté par les médias français et les médias mondiaux. Évidemment, on a le même phénomène en France. On a eu l'affaire Adama Traoré, où on a mis en exergue, on a mis en cause les forces de l'ordre, et en expliquant que, bien sûr, il y avait un racisme implicite, alors que, non, il n'y a pas de racisme implicite des forces de l'ordre, mais il y a une surdélinquance systémique d'un certain nombre de minorités d'origine étrangère. Voilà. Donc, nous traitons la désinformation des médias. Nous avons aussi pas mal traité les questions du Covid, non pas sur le fond, mais sous l'angle de l'alarmisme médiatique. Puisque les médias ont eu tendance sur ce sujet-là à retenir et mettre en avant systématiquement les faits les plus inquiétants, les chiffres les plus inquiétants. Il y en a parfois qui sont plus rassurants, mais on a là aussi un biais total dans la manière de présenter l'information. Avec d'ailleurs des petits bobards sympathiques comme ce responsable de la République En Marche qui a passé son temps à faire la publicité pour le vaccin, vaccinez-vous, vaccinez-vous, disait-il. Ensuite, le malheureux a été hospitalisé et il a fait un numéro de repenti sous l'œil des caméras, expliquant qu'il fallait se vacciner parce que lui ne s'était pas vacciné et il avait eu un Covid suffisamment grave pour qu'il soit hospitalisé. Tout ça est une opération de mensonge et de manipulation, une coproduction, La République En Marche et BFM. On sait d'ailleurs à quel point BFM est un média proche du pouvoir. Pour une raison très simple, pourquoi les médias sont-ils proches du pouvoir ? Si vous prenez, il y a un certain nombre de médias, c'est le cas de BFM par exemple, c'est le cas de Libération, qui sont la propriété d'un grand oligarque, en l'occurrence M. Drahi, qui a besoin des autorisations de l'État, de l'accord de l'État, pour ce qu'il fait, notamment en matière de télécommunications. C'est la même chose pour Bouygues, qui est à la fois propriétaire de TF1, qui opère dans le bâtiment et les travaux publics, et qui a lui aussi un réseau de communication. Donc tous ces grands oligarques ont des intérêts tout à fait liés avec le pouvoir et le pouvoir mondialiste.
Alors justement, Burdig à la presse, le dernier entretien que nous avons eu était avec André Berkoff, qui nous a expliqué un petit peu pourquoi, à l'heure actuelle, les médias étaient aux ordres, alors que, puisqu'il a une longue expérience, il nous expliquait qu'autrefois, les médias appartenaient à leurs journalistes. Et donc, et, et finalement, il y avait plus de liberté des médias du temps du général de Gaulle que à l'heure actuelle, bien entendu. Donc tout ça, ça s'emboîte effectivement dans cette espèce de d'oligarchie, d'oligarchie qui s'est emparée des médias. Alors, dans les actions que vous menez, est-ce que vous pouvez nous expliquer, notamment, il y a un petit ouvrage que je conseille, dont je conseille l'achat à nos téléspectateurs, qui est Manuel de lutte contre la diabolisation, parce que vous avez donc un petit peu explicité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment justement sortir de ce piège de la diabolisation qui fait que des idées de simple bon sens, finalement, sont écartées d'un revers de main sous des prétextes, évidemment, de moraline, sous l'effet de la moraline ambiante. Alors, la diabolisation est une arme terrible qui vise à interdire l'expression de toute opinion dissidente, de toute opinion politiquement incorrecte, en menaçant celui qui exprime ses opinions de mort sociale. Voilà. Et c'est un phénomène qui est assez efficace parce qu'il fait régner une certaine forme de terreur intellectuelle dans les milieux universitaires, ce qui est grave, dans les milieux médiatiques aussi, où tous les journalistes ne sont pas de gauche ou d'extrême gauche, mais tous ont peur de fait de gauche et de l'extrême gauche, dans les milieux politiques aussi, où quiconque sort du politiquement correct s'expose à la diabolisation. Alors, effectivement, dans ce manuel de lutte contre la diabolisation, je définis un certain nombre de règles de résistance. Et notamment, je pense qu'il ne faut pas nourrir la diabolisation. Et très souvent, quand quelqu'un est diabolisé, ses proches ont tendance à penser qu'il a commis une erreur. Non, ce n'est pas le diabolisé qui est responsable de la diabolisation, c'est le diabolisateur. Et le diabolisateur définit des cibles, à savoir les gens qui sortent des rails du politiquement correct, et ensuite il trouve un angle d'attaque et il les attaque. Et donc, ce n'est pas le diabolisé qui a commis une erreur. La seule erreur peut-être qu'a commis le diabolisé, c'est d'exprimer des opinions différentes, dissidentes. Mais s'il ne le fait pas, en quelque sorte, il n'est pas conforme à ses convictions, il ne fait pas son devoir. Et donc, il faut toujours être du côté du diabolisé contre le diabolisateur. Ça, c'est la première règle. Deuxièmement, il ne faut jamais participer de la diabolisation d'autrui. Parce que quand on participe de la diabolisation d'autrui, il y a un certain nombre de gens qui pensent que s'ils diabolisent leurs voisins, ils vont se dédiaboliser. Mais absolument pas. Si vous diabolisez votre voisin, vous contribuez à votre propre diabolisation, puisque votre voisin est cas contact. Il est cas contact de la diabolisation. Donc vous-même, on va vous considérer comme cas contact d'un cas contact. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas participer de la diabolisation du voisin. Et puis, il y a un point qui est très important, c'est que la diabolisation, il ne faut pas, son importance, elle est dans la tête du diabolisé. Il ne faut pas plier, parce que si vous pliez, eh bien, on vous en demandera toujours plus. Et donc, il ne faut pas plier, il faut résister, et même il faut transgresser. Il faut s'attaquer au tabou et non pas accepter, par exemple, quand on vous dit ah là là, les malheureuses minorités ethniques sont victimes du racisme structurel de la police, du racisme systémique de la police. Non, il ne faut absolument pas dire ça, il faut dire pas du tout. Il y a une délinquance systémique des minorités. Voilà. Et après, on a apporté la preuve par les statistiques. Donc, être à la contre-offensive. Jamais, jamais ne céder un pouce à la diabolisation. Voilà. Je recommande effectivement vivement ce livre, qui est un petit manuel, hein, c'est 7 €, 7 €, collection cartouche Liliane, nouvelle librairie.
c'est dense, mais c'est quand même utile, je dirais, dans la vie de tous les jours pour quiconque a des opinions politiques un peu dissidentes. Et quand je dis dans la vie de tous les jours, eh bien, ça peut être évidemment dans la vie politique, mais ça peut être aussi dans les relations professionnelles ou les relations familiales, ou si vous exprimez des opinions dissidentes, on va avoir tendance à vous diaboliser. Il ne faut absolument pas accepter cela. Est-ce que, justement, le meilleur exemple dans la vie politique actuelle de ce refus de la diabolisation, c'est un certain Éric Zemmour qui finalement reste toujours droit dans ses bottes et qui finalement arrive à passer les obstacles de cette diabolisation et organiser d'une certaine manière une contre-attaque. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un exemple de ce qu'il faut faire? Absolument. Bah, si vous voulez, la diabolisation glisse sur lui comme l'eau sur la plume du canard. Voilà. Et bah, c'est effectivement, il ne prête pas flanc à la diabolisation, il ne s'excuse pas, il persiste, il dit ce qu'il pense, et c'est ce qui fait effectivement sa force et sa crédibilité. Alors, vous avez écrit donc un certain nombre d'ouvrages concernant le grand remplacement. D'ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas, à côté du grand remplacement, du grand effacement par la cancel culture, l'effacement de notre culture, etc., qu'il y a un troisième danger que j'appellerais le grand conditionnement, qui est organisé donc depuis 2 ans sous prétexte sanitaire et qui permet justement de rendre les populations européennes, puisque ce sont elles d'ailleurs qui sont les principales victimes, de les rendre vraiment dociles pour organiser à la fois le grand remplacement et le grand effacement. Est-ce que vous ne pensez pas on pourrait ajouter ce facteur? Je pense que le grand conditionnement est un très bon terme. Très bon terme. Nous vivons en fait dans une société de propagande où vous êtes touché en permanence par les mêmes messages répétés à l'infini sur les chaînes en continu, répétés à l'infini par la publicité, répétés à l'infini quand vous prenez les transports ou si vous avez un appel, vous prenez, enfin c'est assez incroyable, vous prenez un rendez-vous, n'importe quoi, pour des travaux sur une voiture, vous allez quand même avoir 30 secondes au téléphone de conditionnement sur ce qu'il faudra faire quand vous apporterez votre voiture. Donc, il y a vraiment, effectivement, une pression terrible de la propagande, comme sans doute aucune société n'en a connu, y compris ce qu'on a appelé les totalitarismes du XXe siècle, qui avaient des moyens peut-être un peu plus violents de contrainte, mais qui n'avaient pas les mêmes moyens de propagande ou qui n'avaient pas des moyens de propagande avec une telle intensité et une telle entrée dans la vie des gens, effectivement. Et je crois qu'on est là face à des techniques d'ahurissement de l'opinion et effectivement un conditionnement qui vise à rendre les gens de plus en plus dociles. C'est vrai. Oui, c'est un grand sujet de préoccupation et c'est un domaine dans lequel l'esprit critique est difficile, avec de surcroît la censure. Sur Immédiat, nous avons été censurés, non pas pour avoir tenu des propos non fondés sur l'épidémie de Covid, mais pour avoir souligné simplement la distorsion entre les chiffres officiels et leur présentation dans les médias. C'est-à-dire simplement pour avoir dénoncé l'alarmisme médiatique, eh bien, nous avons été censurés, ce qui prouve à quel point il est difficile de se forger une opinion, puisque pour se forger une opinion, il faut que différents points de vue puissent s'exprimer librement, et puis le point de vue le plus pertinent va finir par l'emporter. Encore faut-il qu'il accepte de s'exposer à la critique des autres points de vue pour être sélectionné au final comme le plus pertinent. Alors, autre question concernant, il y a un débat à l'heure actuelle,
on parle d'immigration zéro, que c'est impossible à tenir, que ce sont des fausses promesses, etc. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est lié à une vision statique, alors que les phénomènes migratoires sont des phénomènes dynamiques et qu'on peut même envisager une immigration négative en incluant la remigration qui consisterait à la gestion des flux et à la gestion des stocks. C'est-à-dire que, d'une part, on diminuerait évidemment les flux entrants et qu'on accélérerait les flux sortants. Vous voyez, donc qui permettrait de diminuer le stock et on aurait même, si j'ose dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut essayer d'instiller dans le débat, dans la pensée politique quotidienne, ce concept d'immigration négative, c'est-à-dire que on aurait, en fait, ou un petit peu un concept approchant, c'est-à-dire que de gestion des flux. Est-ce que vous pensez que c'est une idée pertinente par la remigration? Alors, tout à fait. Le simple fait d'aboutir à l'immigration zéro débouchera mécaniquement sur une émigration négative et donc une certaine forme de remigration, puisque malgré tout, il y a des flux d'entrée importants, compensés en partie par des flux de sortie beaucoup moins importants. À partir du moment où il n'y a plus de flux d'entrée, il y aura quand même toujours des flux de sortie. Donc on entre déjà dans un cycle vertueux de remigration. Et puis, il y a un certain nombre de moyens d'accélérer cela. Bon, d'abord, il y a un certain nombre de délinquants donc, qui doivent être expulsés, ce qui permettra d'ailleurs de vider les prisons et de permettre une meilleure politique sécuritaire et judiciaire. Il y a des binationaux délinquants dont il faut retirer la nationalité française et les expulser. Ça, c'est le premier élément. Il y a les clandestins. Aujourd'hui, il y a sans doute entre 1 million et 1 500 000 clandestins en France. Peut-être davantage, je ne sais pas. Mais même le ministre de l'Intérieur parle de 600 000. Et donc, il y a eu un rapport parlementaire, pourtant fait par des parlementaires tout à fait bien pensants, sur la Seine-Saint-Denis, qui estimait, vous voyez la variante, rien que pour la Seine-Saint-Denis, entre 150 000 et 400 000 le nombre des clandestins. Donc, il y a les délinquants, il y a les clandestins. Bon, ça, on peut déjà faire ça. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui ont des titres de séjour, mais dont qu'il n'est pas forcément nécessaire de leur renouveler ce titre de séjour à leur expiration, voire lorsqu'ils sont au chômage depuis 6 mois ou 1 an, eh bien, on pourrait aussi leur retirer le titre de séjour, comme le font d'ailleurs les États-Unis. Voilà. Donc, il y a toute une série de possibilités. J'ajoute, il y a la question des étudiants. Il est sans doute assez naturel que la France accepte certains étudiants venus de l'étranger, à condition que ce soient des bons étudiants, des étudiants de qualité, et non pas des gens qui encombrent des facultés de sociologie pour nourrir des sociologues d'extrême gauche et faire des petits boulots comme clandestins par ailleurs, pas les sociologues, mais les faux étudiants. Voilà. Donc là aussi, il y a de quoi faire. Il y a de la matière. Il y a de la matière, oui. Il y a de la Tout matière, à fait. il y a de la matière. Alors, dernière question sur un sujet qui peut-être peut paraître un petit peu intello et hors du réel, mais qui en fait me semblerait utile. Vous avez parlé donc à une période, et puis ça n'a pas l'air on n'en parle plus, de la narco-tyrannie, qui est une notion qui définit, me semble-t-il, parfaitement la période actuelle que nous vivons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette narco-tyrannie et qui permet un terme qui,
dans l'esprit des gens, leur permettrait de comprendre le problème essentiel de notre époque, de la période que nous vivons, puisque nous sommes effectivement, on a toutes les caractéristiques de la narco-tyrannie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça sera ma dernière question. La narco-tyrannie consiste à utiliser l'appareil d'État pour réprimer les forces vives de la nation, les forces vives du peuple, tout en laissant prospérer toute une série de formes de délinquance. Je vais donner un exemple d'un narco-tyrannie. Deux exemples. C'est que on va laisser les minorités algériennes envahir les Champs-Élysées à l'occasion d'un match ou de festivité quelconque. On les laisse envahir les Champs-Élysées, alors que si des manifestations politiques veulent arriver sur les Champs-Élysées, comme les Gilets jaunes par exemple, alors là, la répression va être féroce. La narco-tyrannie, c'est aussi, par exemple, la protection des minorités qui encouragent l'immigration clandestine, le subventionnement des associations qui encouragent l'immigration clandestine, et en même temps, on retrouve le en même temps macronien, gloire immense au président Macron, soleil de l'Occident, lumière des Français. Bon, voilà, c'est bien. Hein, et dans le même temps, on dissout le groupe Génération Identitaire qui avait voulu attirer l'attention sur le franchissement des frontières des Alpes et des Pyrénées par les clandestins. Et dans le même temps, Cédric Herrou, le passeur de clandestins, est lui protégé. Le Conseil constitutionnel change sa jurisprudence pour rendre impossible la poursuite de ces actions de passeurs de clandestins ou d'accompagnateurs de passeurs de clandestins. Et il est reçu au Festival de Cannes. Donc vous voyez, celui qui viole les lois, organise l'invasion du territoire et subventionné, félicité, sacré, protégé par la justice, et ceux qui veulent simplement le respect de nos frontières sont poursuivis, sont dissous et subissent tout l'appareil de répression de l'État. L'État, aujourd'hui, est devenu dans les mains de ceux qui le gouvernent. Dans les mains de ceux qui le gouvernent, l'État est devenu un instrument au service de la destruction de la France et de répression du peuple français. Oui, ça peut être aussi, dans les exemples récents, le citoyen lambda qui se voit infliger une amende de 135 € parce qu'il n'a pas son passe sanitaire ou parce qu'il a enfreint le confinement et avec les laissez-passer, et en même temps les migrants qui peuvent rentrer pratiquement accueillis par les autorités avec les passeurs qui travaillent pour le bien de l'humanité. Absolument, et en plus, ils rentrent sans vaccin, ces migrants. C'est très, très grave. Exactement. Donc, voilà. Donc, les exemples sont multiples. Et je pense que justement, ce terme d'anarcho-tyrannie est un terme qui permet de comprendre, enfin, à mon sens, évidemment, et qu'il faudrait peut-être remettre dans le débat national. Ça serait peut-être intéressant. Voilà, écoutez, Jean-Yves Le Gallou, un grand merci pour cet entretien très riche. Comme d'habitude, je m'en doutais en vous, en vous sollicitant. On n'a fait qu'effleurer évidemment toutes sortes de choses, mais j'aimerais avoir donné à nos spectateurs l'envie, la curiosité d'aller consulter les nombreux ouvrages que vous avez écrits sur toutes sortes de sujets qui sont passionnants. Voilà. Je vous souhaite bon courage dans et bonne réussite dans toutes vos actions, et qui sont des actions d'utilité publique, si j'ose dire. Voilà. Un grand merci.
Merci à vous, Alain de Peretti, et bon succès à Burdigala Média ou Burdigala Presse. Voilà, Burdigala Presse, ok. Burdigala Presse. Voilà. À très bientôt pour justement nous rencontrer sur des théâtres d'action métapolitiques. Au revoir, cher ami.